La croissance économique de la Côte d'Ivoire était de 7,5% en 2019 selon les statistiques officielles. Cette performance découle de la politique de développement engagée depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. Cette économie, à l'instar des autres économies du monde, a été durement touchée par la crise liée à la Covid-19. En plus de ce facteur, l'économie ivoirienne risque encore de faire face aux conséquences de la crise politique que vit la Côte d'Ivoire depuis un certain moment. Dans ce contexte de crise, quelles solutions pratiques pour relancer les activités des petites et moyennes entreprises? Nous en parlons avec notre invité du jour. Bienvenue. Covid-19 et crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Quelles solutions pratiques pour relancer les activités des petites et moyennes entreprises? Nous en parlons avec notre invité du jour. Il se nomme Youssouf Karius, économiste, directeur général de Pulsar Partners, gestionnaire de fonds d'investissement. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, en tout cas, plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui des solutions pratiques pour les petites et moyennes entreprises pour essayer de relancer les activités en ces périodes de double crise, si on peut le dire, par rapport à ce que nous vivons en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la crise politique ou post-électorale vers laquelle on s'achemine. Alors, crise sanitaire liée à la Covid-19, crise politique, quel est le moral aujourd'hui des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? Vous avez tout à fait raison de considérer la double crise, entre guillemets. Effectivement, je pense que l'entrepreneur ivoirien aujourd'hui est peut-être doublement, voire triplement inquiet quant à la situation politique du pays, plutôt qu'à la crise, à la Covid, qui est une crise mondiale, qui nous impacte différemment des autres pays, certes, mais qui nous impacte quand même dans une certaine manière. Aujourd'hui, c'est une situation quand même difficile. 2020 va être une situation difficile, pas que pour les PME, d'ailleurs, des grands groupes, y compris certains groupes bancaires de la région ont subi des pertes et naturellement vous comprenez que si les plus grands, les plus résilients de notre économie sont impactés de plein fouet, ben forcément il y a des acteurs plus petits, donc des PME mais aussi des TPE, on les oublie souvent, mais les sociétés individuelles par exemple sont des structures assez simplettes, entre guillemets, des structures business assez simples, mais qui sont parfois impactées beaucoup plus violemment avec des impacts sociaux qui sont encore plus criants, étant donné qu'il y a des familles, etc., qui vivent de ces activités économiques. La situation aujourd'hui est difficile pour les PME, difficile pour plusieurs raisons. Pour une raison qui, d'abord, est structurelle, parce que effectivement, le fait qu'il y ait une situation aussi incertaine, donc à travers plusieurs mois déjà d'incertitudes liées à la pandémie mondiale, mais aussi à travers la crise politique qui a pris son envergure bien avant même les élections. Donc cela a contribué à figer, entre guillemets, un certain nombre de décisions structurelles, des décisions d'investissement, des décisions gouvernementales aussi. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de PME qui vivent de la commande publique aussi, de plus en plus. Ça faisait partie un petit peu des engagements du gouvernement il y a quelques années qu'ils ont respecté en partie. Donc naturellement, dès lors que la commande publique est freinée, dès lors que l'activité économique mondiale est freinée, mais forcément ceux qui sont au devant de l'impact des conséquences de ces pandémies-là et de la crise politique, ce sont d'abord des PME et des petites entreprises. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais que vous nous dites à nous et à nos téléspectateurs quel peut être le moral d'un entrepreneur qui vit pratiquement en Côte d'Ivoire ou qui investit en Côte d'Ivoire, un pays où on a l'impression qu'on se retrouve dans un cycle maudit, où chaque 10 ans, on est obligé de venir à une situation passée, une situation de crise politique notamment. Je me suis posé la question, alors c'est pour ceux qui suivent un petit peu mes activités sur les réseaux publics, je me suis posé la question à la veille des élections, enfin à la veille, on va dire l'avant-veille. Non, à la veille, on était le vendredi, juste avant le 31. Oui. Et j'ai voulu partager un petit peu ces questions que je me posais. J'ai fait un post donc, sur nos réseaux où je disais, mais je quitte mon fauteuil, le fauteuil de mon bureau ce soir, et je ne suis pas sûr d'être là lundi. D'être là le lundi.
Voilà, parce qu'effectivement... Et je suis sûr que le lundi, vous n'y êtes pas. Et je n'y étais pas, effectivement. Et je n'y étais pas, effectivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont soutenu et qui ont compris un petit peu la question qui était adressée derrière. Vous savez, quand on est entrepreneur, on est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est plus compliqué que le salariat. C'est plus compliqué que sortir du chômage et trouver un boulot. C'est pour ça que je suis contre ceux qui disent que la solution du chômage, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je suis contre ça, parce que c'est beaucoup plus dur, en réalité, de devenir entrepreneur que de trouver un job. Trouver un job, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais quand on est entrepreneur, on peut passer des années sans se payer. La plupart des entrepreneurs qui suivent votre chaîne sauront de quoi je parle. Surtout quand on démarre une activité, c'est d'autant plus difficile. Donc naturellement, quand on est dans cette situation-là, quand on est une petite société, une petite structure, et qu'on a des aléas incontrôlables, qui sont des aléas politiques par exemple, qui viennent impacter tout de suite votre business, ben, forcément le moral, parfois il en prend un coup. C'est clair. Il en prend un coup, on se pose des questions, on se dit, ben, bon, mais en fin de compte, bon, moi je suis un panafricain par essence, je suis un panafricain, j'ai évolué dans la diaspora, j'ai évolué dans de nombreux pays, dans de nombreux environnements business, et quelquefois on se pose la question, mais qu'est-ce qui me fait revenir en Côte d'Ivoire ? Pourquoi est-ce que je reviens là ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Et justement, dans des situations aussi difficiles que celles qu'on a connues, y compris récemment, on se pose doublement la question. On se dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans un pays où la classe politique est incapable de se parler et d'organiser des élections apaisées ? C'est un véritable problème business, ce n'est pas qu'un problème politique en vrai. Si en tant qu'entrepreneur, on est amené à revoir sa planification, à freiner ses décisions tous les 5 ans, mais naturellement, on part avec une béquille que le reste du monde n'a pas. Tout à fait. Si on dit qu'on est amené à faire sortir de nos rangs, donc quand je dis de nos rangs, c'est de notre diaspora, de nos entrepreneurs, les futures pépites mondiales. Tout à fait, les champions. Les champions, pas que nationaux d'ailleurs, mais les champions de l'économie de demain, les champions mondiaux. Et j'espère que c'est ce qui est un petit peu dans la tête de nos politiciens. Si c'est ça leur aspiration, je pense qu'on est vraiment sur la mauvaise route parce qu'on ne peut pas avoir des champions qui émergent de nos rangs s'ils ont une béquille aussi dure que celle de tous les 5 ans remettre en question des décisions structurelles de l'avenir de leur entreprise. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a un problème. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Karius. Alors, avant de revenir aux solutions de sortie de crise pour les entrepreneurs et les PME, intéressons-nous aux promesses de soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux entreprises ou entrepreneurs pendant la crise liée à la Covid-19. L'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, a promis de débloquer environ 150 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises, les PME, surtout impactées par la crise. Mais nombreuses sont aujourd'hui ces PME qui se plaignent justement des conditions souvent difficiles à remplir et des fonds qui arrivent au compte-gouttes ou de façon obscure. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, après, ça reste, il faut pas tomber trop rapidement dans la spéculation, il faut faire attention. Nous, dans notre entreprise, on n'a pas besoin de fonds de soutien. On s'est préparé, justement, c'est un peu ambitieux de dire, et prétentieux de dire qu'on s'est préparé à la crise. Personne n'a su l'anticiper, en vrai, la crise, mais on ne fait pas partie on ne souscrit pas à ce fonds, on n'a pas besoin pour continuer notre activité. Donc c'est quand même bien de ne pas en avoir besoin, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres sociétés ivoiriennes qui n'en ont pas besoin, mais beaucoup d'autres qui en ont besoin, effectivement. Pour moi, l'idée d'avoir un fonds de soutien, c'est une idée que de nombreux pays ont prise, qui est une idée pour moi qui est intéressante dans le sens où il faut montrer aux entrepreneurs et à la classe, au secteur privé de son pays, que l'État est là pour soutenir quand il y a des moments difficiles. Je pense que le symbole, il était très important. Le symbole, il est là. Les montants, on peut les discuter. Certains diront, oui, mais ça fait même pas tant de pourcents du PIB, etc. Bon, dans différents pays du monde, y compris les plus gros, les mesures qui ont été prises ont été complètement différentes les unes des autres en termes de soutien et de taille de soutien. L'État de Côte d'Ivoire, pour moi, n'a pas les moyens de déployer un outil d'investissement public très important pour soutenir l'ensemble du spectre économique du pays. Il n'en a pas les moyens. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Ce serait trop compliqué. Donc l'idée a été de partir sur une mesure tampon. Une mesure tampon qui permette d'absorber une petite partie. Naturellement, sur la petite partie, il y en a qui vont être
qui vont se sentir lésés parce qu'ils n'auront pas accès, parce que tout le monde ne pourra pas avoir accès. 150 milliards, vous savez, quand on n'a pas l'habitude de parler chiffres, entre guillemets, ça peut paraître colossal, mais en fait 150 milliards, c'est pas grand-chose. Quand on regarde la taille de notre économie aujourd'hui en termes de valeur ajoutée, donc notre PIB aujourd'hui en milliards de dollars, ça représente à peu près 35 milliards de dollars de mémoire. 65 milliards de dollars de mémoire. 65 milliards de dollars, on est en train de... Là, c'est de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est même pas du chiffre d'affaires, c'est de la valeur ajoutée. On est en train de parler de 150 milliards de CFA. Ça fait à peine 60-70 millions d'euros de mémoire. Non, peut-être un peu plus, pardon, je dis des bêtises, ça doit faire à peu près 250 millions d'euros, à peu près. C'est pas grand-chose, en fait, en réalité, par rapport à l'ampleur des dégâts que représente la crise. Donc, naturellement, c'est une solution tampon qui permet d'absorber une partie de la crise, mais qui ne va pas résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est faire en sorte que le cadre dans lequel travaillent ces entrepreneurs puisse être amélioré de sorte à ce que la relance soit intéressante. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Que doit faire l'État dans ce sens-là? Moi, je pense que des mesures peut-être qui auraient été... deux choses pour moi. Il y a d'abord les mesures à court terme, parce que le plan de relance qui a été annoncé, dont font partie les fonds, d'ailleurs il n'y a pas que le fonds de 150 milliards qui a été annoncé, il y a aussi des fonds pour l'informel, il y a aussi, voilà. Il y a plusieurs dispositions qui ont été prises. 150 milliards, c'est pour les PME. Exactement. Mais l'ensemble de ces dispositions, pour moi, ce sont des dispositions court terme. Et je pense que c'est la volonté de l'État aussi de faire en sorte qu'à court terme, il y ait une part de ceux qui souscrivent à ce fonds qui puissent survivre et puis derrière se relancer. Pour moi, les mesures court terme, il y a par exemple des choses qui auraient pu être activées, qui auraient été peut-être plus intéressantes, c'est essayer de travailler sur des décotes, sur par exemple ce que les entreprises doivent en termes en termes de pension par exemple, en termes de CNPS, en termes d'impôts, etc. Parce que beaucoup de ces entreprises en réalité étaient déjà dans des situations difficiles avant la crise. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément très pertinent d'apporter des fonds de soutien, d'ailleurs sous forme de dette, la plupart du temps, parce que c'est de la dette. La dette, il faut la rembourser. Mais si vous êtes déjà en difficulté parce que vous n'arrivez pas à survivre, vous n'êtes pas en capacité d'absorber de la dette supplémentaire, en théorie. En théorie. Donc, pour aller jusqu'au bout de la logique, pour moi, l'objectif court terme, on peut le remettre en cause. Alors, est-ce que l'État se dit, de toute façon, s'il y a un taux de casse en crédit très important sur ces... PME, c'est pas grave, de toute façon c'est un fonds de soutien et je peux accepter de ne pas être remboursé. Je pense que derrière c'est un peu ça l'idée. C'est ça. Mais pour moi, je pense qu'il y a des éléments institutionnels qu'on aurait pu activer peut-être différemment, de façon un peu plus innovante. Par exemple, travailler à travers la CNPS pour baisser les charges salariales de ces entreprises-là, ça aurait été pour moi une solution peut-être plus adéquate. C'est faire en sorte que ces entreprises restent en activité, sans forcément payer l'entièreté des salaires, en passant par un investissement en CNPS pour prendre en charge une partie des salaires de ces entreprises. À ce moment-là, les entreprises qui sont en position de pouvoir continuer leur activité auraient eu l'épée de Damoclès des salaires qui seraient atténués pour qu'elles continuent leur activité et pas qu'on aille financer des entreprises qui sont déjà quasi mortes, entre guillemets, avec un fonds de soutien qui devient en fait un fonds de solidarité. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur généralement pour les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire d'attendre tout de l'État, d'être toujours en attente de l'action de l'État? Est-ce que ces PME ne peuvent pas prospecter aussi bien en interne qu'en externe? Personnellement, moi, je pense que c'est une erreur d'entrepreneur que de se dire, moi, j'entreprends, mais j'attends que l'État me donne telle ou telle chose. Et en cela, moi, alors c'est là où j'allais aborder peut-être les mesures à plus long terme, parce que là, on a besoin qu'il y ait une relance. Mais pas qu'une relance post-Covid, on a besoin qu'il y ait une relance, mais au-delà de la relance, on a besoin que le dynamisme de notre économie ivoirienne prenne un pas d'envergure, de plus grande envergure que la dynamique qu'on a connue déjà. C'est ce qui va nous faire passer de l'état de Côte d'Ivoire à l'état de Singapour ou de Corée du Sud, etc. etc. Et ça, pour moi, ce ne sont pas des dispositions de finances publiques telles que des financements d'urgence, des choses comme ça qui vont nous faire passer le pas. Ce sont des stratégies de réforme. Mais des stratégies de réforme de notre environnement des affaires qui vont permettre à des PME, mais pas que pour des PME, mais des sociétés à capitaux ivoiriens, de prospérer et de prospérer beaucoup plus rapidement.
Pourquoi je parle de ça? Par exemple, pour moi, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'il va y avoir demain une entreprise ivoirienne qui va devenir une pépite, ne serait-ce que régionale, pour même pas parler de l'aspect mondial. Pourquoi? Parce que nos frontières sont encore trop tangibles. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, quand on est une société à capitaux ivoiriens, d'aller faire du business à l'extérieur de ces frontières. Notre marché est trop petit, structurellement. On est 23 millions, 24 millions d'habitants. Ce n'est pas suffisant pour faire émerger une vraie pépite régionale, en réalité. C'est pour ça que les multinationales sont très, très contentes, parce qu'elles, venant de l'extérieur, travaillent de façon aussi compétitive qu'une PME sur notre marché. Parce que notre droit des affaires, notre environnement des affaires ne prévoit pas un cadre qui est peut-être plus intéressant pour l'entrepreneur ivoirien qu'il ne l'est pour les multinationales étrangères. Quels conseils pratiques vous pouvez donner aux PME? Moi, je dirais, quand on entreprend de toute façon, qu'on soit américain, qu'on soit européen ou qu'on soit africain, on n'entreprend pas pour quelqu'un d'autre. On entreprend parce qu'on a une vision, parce qu'on a parfois un rêve, et on a un cheminement pour essayer de l'atteindre. C'est pour ça qu'on entreprend. On n'entreprend pas par défaut, par exemple. Donc ceux qui disent, moi j'ai pas de salaire, je trouve pas de boulot, donc j'entreprends, c'est une erreur monumentale. La plupart d'entre eux ne prospèrent pas plus de 5 ans. C'est pas moi qui l'ai créé, ces chiffres, ça existe. C'est statistiquement prouvé. Il faut vraiment savoir dans quoi on met les pieds. Voilà, on ne peut pas se dire, déjà quand on commence à entreprendre, mais l'État ne me donne pas ça ou ci ou ça, donc c'est difficile, donc je ferme. Non, en fait vous fermez parce que vous n'avez pas, en réalité vous n'avez pas la compétence pour perdurer, ou vous n'avez pas su faire perdurer votre business. C'est votre propre responsabilité. Donc il faut arrêter quelque part aussi de se dédouaner à chaque fois sur l'État. L'État ne peut pas tout faire. Et je peux vous dire, moi je suis économiste de formation, je le sais, je regarde le budget de l'État. L'État n'a pas les moyens de développer l'ensemble du territoire ivoirien. D'ailleurs, je me souviens en 2014, à l'époque, dans une ancienne vie, où j'étais chef économiste de Bloomfield Investment, qui est une agence de rating panafricaine, je faisais partie de ceux qui disaient, mais pour moi, le seul moyen de développer la Côte d'Ivoire, c'est de passer par la décentralisation. Parce que l'État central ne pourra jamais, en tout cas en l'état actuel des choses, ne peut pas assurer un développement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et c'est pour ça que notre économie est très concentrée, en réalité. D'accord. Alors si je vous ai bien suivi et écouté, un entrepreneur, ça doit être quelqu'un qui est prévoyant. On ne peut pas tout prévoir. Oui. Effectivement, il faut beaucoup de prévoyance, il faut beaucoup de stratégie, surtout. Moi, c'est plus le terme que j'ai envie de mettre en avant. Et ça m'arrive souvent de dire ça aux jeunes quand je les rencontre, aux jeunes entrepreneurs. Comme moi, parfois c'est des gens de ma génération. Je leur dis, moi, ce que j'ai compris de nombreuses années de conseils passés derrière moi, ce que j'ai compris, c'est que le bon entrepreneur, c'est un stratège avant tout. C'est pas forcément un bon technicien. C'est pas forcément un excellent financier, un excellent gestionnaire d'entreprise, non. C'est un bon stratège. C'est quelqu'un qui sait mettre en place une stratégie, qui sait la suivre, qui sait l'évaluer, qui sait contourner les obstacles quand ils se présentent, qui sait s'entourer des bonnes personnes et qui sait évoluer dans un cadre qui parfois est compliqué. On a l'habitude de dire oui, mais en Côte d'Ivoire c'est difficile de faire du business, mais moi je suis là et je suis pas en France. Je vous ai dit tout à l'heure, on se pose parfois la question de pourquoi on est en Côte d'Ivoire. Mais je l'ai ma réponse, même si parfois on remet la question sur le tapis. Mais parce que c'est plus intéressant d'être ici pour moi en termes d'investissement que d'être ailleurs. D'accord. Alors, vous parlez de stratégie tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillerez à un entrepreneur en cette période de crise sanitaire et de crise politique? Est-ce qu'il doit investir maintenant? Mais bien sûr, mais vous savez, les investissements n'ont jamais... Et comme on le dit souvent, c'est dans les périodes de crise souvent qu'on fait les bonnes affaires. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs d'ailleurs qui en font une stratégie à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup d'investisseurs regardent l'Afrique du Sud. Pourtant, c'est là où la crise est l'une des plus violentes, et même avant Covid. C'est un pays qui est en crise structurelle depuis quelques années maintenant. Parce qu'effectivement, quand vous êtes sur des business transactionnels, quand je dis transactionnel, c'est quand même au moment où vous achetez quelque chose et vous revendez après. Quand vous êtes sur des business transactionnels, au moment où vous achetez, il faut que les prix soient bas. Au moment où vous vendez, il faut que les prix soient hauts. C'est ça l'idéal, on est d'accord. Les prix ne sont jamais plus bas que quand vous êtes en crise, en réalité. Donc c'est quand il y a une crise qu'il y a des opportunités d'achat à des prix intéressants. Parce que justement, la crise justifie que certains sortent de leur position, que certains revendent parce qu'ils ont des besoins, etc., etc. En fonction des secteurs d'activité. En fonction des secteurs d'activité, voilà.
là, il faut être prêt à racheter. Il faut être prêt à investir. Parce qu'effectivement, quand la crise va passer et que la relance va venir, et la difficulté, c'est ça, c'est pas d'anticiper est-ce qu'il va y avoir une relance. Il va y avoir une relance. L'économie a toujours été cyclique. Par contre, ce qui est difficile, c'est de savoir quand est-ce que va avoir lieu la relance. Et c'est là où il faut être un bon stratège, entre guillemets. C'est ça. Donc alors, si on sait évaluer quand a lieu la relance, à ce moment-là, on sait planifier l'investissement de sorte à ce que on investisse dans le creux de la vague de la crise et on arrive à ressortir ou à profiter des fruits de cet investissement quand l'économie est relancée. Mais comment faire en cette période-là? Où trouver l'argent pour le faire? Et ça, c'est la difficulté. Quand on sait que les banques ont pris les précautions aussi depuis un certain moment. Ah oui, bien sûr. Voilà, mais c'est la difficulté. Vous savez, il y a beaucoup de mécanismes qui existent sur le plan financier. C'est difficile Moi, le premier, j'aime bien jeter la pierre aux banques commerciales, les banques qu'on connaît, votre conseiller bancaire, etc. Bon, on peut toujours dire, mais ces gens-là ne me financent pas. Bon, certes, mais ce ne sont pas les seuls outils d'investissement qui existent. Pour moi, la première, quand on est en situation de crise, parce que c'est pas quand on est en situation de crise et qu'on a du mal à faire perdurer son entreprise qu'on va vous dire allez voir la banque, elle va pas vous financer. On va pas vous dire non plus allez voir un fonds d'investissement comme nous, parce que votre profil ne sera peut-être plus intéressant ou trop risqué. L'idée pour moi, c'est déjà d'identifier à l'échelle très micro les mécanismes qui vous permettent de survivre. D'abord, vous êtes dans une situation de survie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de backup plan de situations de secours ou de fonds de secours, en fait, vous êtes en train de mettre la clé sous la porte. Donc la première chose à faire, c'est déjà de vous renseigner dans votre entourage. Mais dans votre entourage, ce n'est pas des dons. Vous savez, quand les gens ils vont demander un crédit, parfois, ils sont en train de demander parfois des dons. Ils viennent avec l'idée de demander un don. J'ai besoin d'aide. Non, ce n'est pas une aide. Un financier ne vous aide pas. Il contribue à votre business parce qu'il a quelque chose à en tirer. Donc même dans votre environnement proche, même vos parents, c'est la même idée. C'est qu'il faut arriver à vendre votre projet de sorte à leur dire, mais si vous me soutenez aujourd'hui, quand ça ira mieux demain, voilà ce que vous allez avoir à gagner. Et pour moi, le bon entrepreneur, il est là. C'est celui qui sait mettre le doigt sur ce que les autres ont à gagner à la compagnie. Si vous ne savez pas le faire, c'est que pour moi, votre business n'est pas encore à maturité. D'accord. Et si vous arrivez à le faire, en votre sein, déjà, vous allez peut-être avoir une petite solution de survie. Avant de passer à la banque, avant de passer au fonds d'investissement, avant de passer aux autres mécanismes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Karius, pour vos différents éclaircissements. L'émission tire à sa fin. La période est difficile, hein, comme on vient de le voir à travers tout ce qui a été dit ici sur ce plateau. Crise sanitaire liée à la Covid-19 qui court encore. Crise politique que nous traversons en ce moment en Côte d'Ivoire. On se profile vers une crise post-électorale. Les entrepreneurs sont dans les cordes, les PME sont dans les cordes, c'est difficile. Votre dernier mot par rapport à toutes ces circonstances difficiles dans lesquelles j'aurais peut-être, allez, on va dire un mot en deux, ou deux mots en un, c'est ça? Allez-y. Non, pour moi, d'abord, je veux dire, compte tenu de l'urgence et la violence qu'on a connue dans ce pays récemment, mais y compris dans l'histoire, honnêtement, moi, j'aimerais dire à notre classe politique, j'aimerais leur dire qu'on a un pays qui mérite beaucoup mieux que ça. C'est pas un slogan, hein, ce que je dis, c'est pas un slogan. La Côte d'Ivoire a énormément de potentiel, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de regarder que le potentiel et que les gens prennent leurs responsabilités. C'est pas un discours partisan que je tiens. Je pense que d'un bord à l'autre, dans notre paysage politique, on a des gens qui ont été à la fois alliés, à la fois ennemis, à plusieurs époques de la vie de ce pays. Et à un moment donné, il faut avoir la responsabilité politique de prendre l'engagement de faire de la politique pour le bien commun. Et je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à notre classe politique, mais tout entière, je pense que c'est, pour moi, on a une classe politique qui ne se pose pas de la question du bien commun, la question du sens de la chose publique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a raté dans l'évolution de la Côte d'Ivoire, dans l'évolution politique de la Côte d'Ivoire. On a raté la conscience que nos dirigeants ont de ce que c'est que le bien commun. Le bien commun n'appartient à personne. Quand on écoute les débats politiques, on entend souvent « oui, mais c'est à mon tour, mais c'est à mon tour ». Mais en fait, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas des politiciens en réalité, il s'agit de l'Ivoirien moyen. Il s'agit de l'Ivoirien moyen. Et moi, j'ai regretté, et d'ailleurs, je l'ai communiqué à plusieurs reprises, j'ai énormément regretté de ne pas avoir au cœur du débat politique à un moment donné la condition de l'Ivoirien.
On a parlé chiffres, on a parlé PIB, on a parlé... Mais à aucun moment, dans le débat politique, moi j'ai entendu véritablement parler de l'Ivoirien. J'ai pas entendu parler de sa santé, j'ai pas entendu parler de son éducation, j'ai pas entendu parler de l'emploi, j'ai pas entendu parler de l'entrepreneur ivoirien, de ce qu'on fait pour lui, de ce qu'on attend de lui aussi, parce que c'est aussi une responsabilité que d'être entrepreneur vis-à-vis de son pays. Tout cela, c'est pour moi des choses qui passent aujourd'hui à la trappe. Et peut-être mon deuxième mot en un, ça va être à l'endroit des entrepreneurs. Moi, je pense que quelque part, il faut qu'on arrive à se désolidariser de cette vision très court-termiste. Vous savez, la différence entre les entrepreneurs que nous sommes et les politiciens, c'est que le politicien, il pose un pas tous les 5 ans. C'est-à-dire que son ordre de grandeur, c'est tous les 5 ans, voire tous les 10 ans. Quand un entrepreneur pose un pas, son pas a une résonance dans les 20 ans, dans les 30 ans, voire dans le siècle à venir. On a une différence de vision et de profondeur dans la vision qui est telle qu'en réalité, aujourd'hui, l'entrepreneur ivoirien, pour moi, quand il est suffisamment conscient du pouvoir qu'il peut avoir avec une entreprise entre ses mains qui fonctionne, il a un écart de vision avec le politicien qui a tellement rien à voir qu'on a aujourd'hui du mal à lier les deux. Et ce qui va faire le développement de demain, c'est de pouvoir lier les deux. C'est ça. Merci beaucoup, Youssouf Karius. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur général de Polsa Partners, gestionnaire de fonds d'investissement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec vous, nous avons parlé de ce que vivent les PME en ce moment en Côte d'Ivoire, du fait de la crise liée à la Covid-19, mais surtout de la crise politique que vit le pays depuis un certain moment. Avec vous, nous avons essayé d'élaborer des solutions pratiques pour relancer les activités des PME. Merci pour vos différents conseils. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs de Business 24, de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir.